Bienvenue au Gamma Podcast. Ici Dave Powell pour vous parler de plusieurs aspects dans l'entraînement, soit la force, la performance, la nutrition, la récupération et encore plus, le tout dans un environnement éducatif et propice à de nouvelles découvertes. Sur ça, bonne écoute. Bonne semaine à tous. En fait, aujourd'hui, c'est simple. Je te donne 5 astuces pour que tu deviennes plus fort. Aujourd'hui, on va vraiment parler plus de la performance dans les sports qui vont être plus en lien avec la force. On va parler peut-être plus du powerlifting, mais ce sont quand même des astuces qui sont très nécessaires pour développer la force dans tout autre sport qui ressemble, par exemple, un peu comme le strongman ou l'haltérophilie. Donc, aujourd'hui, je te donne mes 5 astuces préférées pour que tu développes ta force. C'est simple. Le premier point, c'est vraiment de trouver tes points faibles. Quand on parle de regarder et de voir les points faibles de chaque leveur ou autant sur nous-mêmes, c'est d'analyser le mouvement. Souvent, quand on exécute, il y a beaucoup d'athlètes qui ne se filment pas, mais c'est hyper important de se filmer. Ce n'est pas pour mettre ça sur les réseaux sociaux à la base. Oui, aujourd'hui, on les met aussi pour les réseaux sociaux, mais je pense que c'est vraiment pour nous permettre d'avoir le plus d'outils nécessaires pour comprendre notre mouvement, puis de pouvoir corriger les points faibles, puis aussi de voir nos points forts. Donc, si je prends des exemples plus en lien avec le powerlifting, c'est simple. Quand j'analyse une vidéo, exemple pour le squat, puis que j'ai un athlète que quand il descend, ça va super bien, mais que quand il décide pour pousser à partir du sol, je vois qu'il manque d'explosivité ou qu'il n'est pas capable de lever la charge parce qu'elle est trop présente, fait qu'on dit écraser. Bien là, à ce moment-là, je dois mettre des exercices qui sont plus accents là-dessus. Exemple, comme faire une pause. Fait que c'est rendu en bas, je fais une pause. Je peux faire des pin squats, je peux faire du low box squat. Il y a plein de variantes aussi qu'on peut aider pour augmenter l'efficacité de ce mouvement-là à cette partie-là de son mouvement. Un peu le même principe, par exemple, quand j'analyse un bench, qu'est-ce qu'on va voir? C'est que souvent, il y a comme deux vraiment parties. Vraiment, les gens qui vont être très explosifs à partir du chest, puis ils vont la lever, mais rendus comme au 90, ne seront pas capables de lock-out, fait terminer le mouvement. Mais il y en a que qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils ne seront juste pas capables de bumper au du chest. Ça veut dire qu'ils ne seront pas explosifs dès le départ. Donc là, c'est des petits points aussi qu'on peut travailler. T'sais, on peut utiliser des élastiques, on peut faire des posts, on peut même faire du overloading. Donc, exemple, pour des gens qui ont un slingshot ou qui ont justement des élastiques qu'on peut faire du reverse band pour augmenter la tension. Il existe vraiment une panoplie d'exercices. On peut faire même du tempo en excentrique, mais il existe une panoplie d'exercices qui peut être accentués sur tes points faibles. Même principe, je m'en viens avec le deadlift pour le terminer. Au niveau du deadlift, il y en a que s'ils vont faire du conventionnel, puis il y en a d'autres qui vont faire du sumo. Donc, à ce moment-là, les points faibles peuvent être un peu similaires, mais le recrutement musculaire se fait différemment. Donc, les choix d'exercice peuvent être aussi un petit peu plus en lien à la spécificité, en lien avec le mouvement que vous faites. Par exemple, quelqu'un qui fait du conventionnel, si quelqu'un a de la misère à décoller la barre du sol, ben ça se peut que, puis il y a un dos capable de finir le mouvement. Fait qu'il y a un exemple, il y a un lock-out très, très fort, mais qui manque d'explosivité dès le départ, il manque de force dès le départ. Ben là, à ce moment-là, on peut amener un exercice comme faire du déficit de deadlift. Faire du déficit en sumo, c'est un peu moins nécessaire, à part vraiment peut-être créer trop un gros stress au niveau de la hanche. C'est pas tant un exercice que je vais amener. Par contre, quelqu'un qui a de la misère aussi au départ au sumo, ben là, on pourrait quand même faire du déficit, mais plus en conventionnel, pour aller chercher un recrutement musculaire dès le départ. Donc, c'est quand même des petits exercices comme ça qu'on peut faire. Quelqu'un aussi qui a de la misère juste sur le cadre, faire du block pull, amener des élastiques ou amener des chaînes, amener une tension qui évolue graduellement avec la barre, ça devient super intéressant pour ces athlètes-là. Donc, tu vois, point numéro 1, super important, de bien connaître tes points faibles. Deuxième point. Le deuxième point, c'est comment de bien gérer le volume et l'intensité. J'explique un peu grosso modo pour eux, ceux et celles qui écoutent et qui ne connaissent pas trop c'est quoi le volume. En fait, le volume, c'est simple. C'est le nombre de répétitions totales que tu vas exécuter au courant de ton entraînement ou au courant de la semaine. Donc, si tu as 5 séries de 5,
Fait que 5 fois 5 égale 25. Ça te donne 25 répétitions totales. Donc, ça, c'est une base. Si tu fais 10 séries de 3, avec une intensité différente, mais si on garderait la même intensité, mais si tu ferais 5 reps de plus au total parce que tu fais 30 reps au total. Donc, c'est de cette façon-là qu'on calcule le volume. Plus que, on va dire souvent, plus que tu fais du volume, plus que tu as une chance de développer ta force. C'est vrai. Par contre, est-ce que trop d'en faire, ça peut nuire? Ben oui, parce que chaque personne est différente. Il y en a qui peuvent dire, moi, mon sweet spot par entraînement, c'est 15 séries, ben c'est 15 reps total, puis il y en a, ça va être 25-30 par entraînement. Fait qu'ils sont capables d'augmenter la fréquence aussi, puis jouer là-dessus. Donc, il faut vraiment connaître chaque athlète, de voir jusqu'à quel point ils sont capables d'aller chercher du volume. Puis moi, je le calcule plus sur le volume hebdomadaire, fait qu'à chaque semaine. Parce que si jouer avec les fréquences, ça, c'est une étape que je vais en parler plus tard, mais c'est un point qui est super important quand on coach. Donc, le volume, c'est simple. Le nombre de sets fois le nombre de reps égale le volume. Le tonnage. Le tonnage, c'est aussi quelque chose qu'on va devoir gérer par le volume ou l'intensité, tout simplement. Fait que c'est une combinaison un peu de tout. Fait que c'est le nombre de séries par le nombre de reps par la charge que tu as exécutée. Fait que si je fais un 5 x 5 à 100 livres, ben, ça fait 25 reps. Fait que 25 reps x 100, fait qu'on parle de 2500 livres de tonnage. Simplement ça. Puis je vais revenir au même principe. Plus que tu es capable de faire du tonnage, plus que ça va t'aider à augmenter ton potentiel de force à long terme. L'intensité. L'intensité, il existe plusieurs méthodes dans le powerlifting qu'on peut travailler. Soit les RPE, qui est une échelle de perception d'effort, qu'on va dire de 1 à 10. Des fois, dans certaines littératures, on peut aller même jusqu'à 20, mais nous, souvent en powerlifting, on y va jusqu'à 10. Donc, en disant que 10, c'est RPE 10, c'est mon nouveau 1RM, je n'ai pas d'autres reps en réserve. Fait que c'est de cette façon-là. Puis après ça, 9. 9, c'est un sous maximal. Fait que on en fait, mettons exemple, je prends une série de 1, RP10, il m'en reste 0. C'est vraiment mon max comme en compétition. 1 fois 1 RP9, j'en fais un, mais je regarde d'en faire une autre de plus. 1 fois 1 RP8, j'en fais une. Là, je regarde d'en faire 2 à 3, tout dépendant de comment ça file. Puis là, après ça, on a les RP 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, qu'on utilise un petit peu plus pour programmer graduellement ou autre, mais c'est une manière de programmer. Par la suite, on a aussi les arrières, qui est un peu le même principe que les RPE. C'est juste le nombre de reps en réserve. Donc, moi, souvent, je vais le mettre aussi dans ma programmation, même pour le côté plus bodybuilding. Fait que, quand je fais du powerbuilding, je vais travailler avec les pourcentages et les RPE sur les livres de base de compétition. Mais exemple, si je fais des fentes, ou je fais du leg press, ou je fais du double press, ben là, ça se peut le plus avec les arrières pour que je puisse contrôler aussi l'intensité de mon athlète pour éviter les blessures, puis aussi de trop créer des stress. Donc, j'explique les arrières, c'est un peu à l'inverse. Arrière 1, il me reste une rep en réserve. Arrière 2, il m'en reste 2 reps en réserve. Puis 3, 4, 5, vous comprenez la suite. Donc ça, c'est un outil quand même assez fort intéressant quand on veut programmer l'intensité et on veut la gérer. Troisième chose aussi qu'on peut gérer l'intensité, c'est par les pourcentages. Il y a beaucoup de méthodes d'entraînement aujourd'hui, autant dans la force qu'on va utiliser des pourcentages. Exemple que je vais regarder, les méthodes plus Sheiko, les Smolov, c'est même pas mal Westside aussi, pas mal tout le monde, on utilise beaucoup les pourcentages. C'est beaucoup plus facile aussi à programmer dans un certain sens parce que tu n'as pas besoin à dire à ton athlète, OK, ça va être en dessous de ça. C'est ce chiffre-là, d'attitude, tu exécutes à 70% de ton 1RM. Donc, ça permet aussi plus au coach, puis aussi à l'athlète de savoir un peu comment faire son mindset dans sa semaine, dans sa journée, pour atteindre le niveau d'excellence qu'on demande lors de son entraînement. Donc, bien gérer le volume et l'intensité parce que trop d'en faire, des fois, c'est comme too much, puis ça peut faire des risques de blessure. Aussi, mal gérer l'intensité. Fait que si tu es toujours trop dans le high, fait que, exemple, que ton coach met 8 ou tu fais du 8, mais tu es toujours à 10, 10, 10, bien, ça se peut comme donné, ça fait juste une régression, ou ça se peut que ça va augmenter graduellement, mais ça se peut que tu aies des risques de blessure, puis c'est un peu de la sous-performance. Fait que c'est important de bien gérer puis de se connaître au niveau de l'intensité puis le volume
puis tout ça. Fait qu'on a parlé des points faibles, on a parlé du volume et de l'intensité, on parle de la fréquence. J'ai parlé dans l'autre point, la fréquence peut être super importante aussi pour un athlète. Généralement, les gens s'entraînent en 3 et 5 fois par semaine. On y va généralement. Donc, les entraînements sont quand même basés par rapport au nombre de fois qu'il s'entraîne. Quelqu'un qui s'entraîne 3 fois, c'est sûr qu'il n'aura peut-être pas le même split de training que quelqu'un qui s'entraîne 5 ou 6 fois par semaine. Donc, on peut y aller tout simplement. Quelqu'un qui a juste 3 fois, mais qui a beaucoup de temps à offrir, on peut faire des FBD, on peut faire du squat bench, bench deadlift. Fait que on peut quand même jouer là-dessus avec des accessoires en lien avec les mouvements. À 4, un peu le même principe, tout dépendant qu'est-ce que tu veux faire. Fait on va dire qu'un athlète qui commence, le but, c'est pas non plus de dire à un athlète qui commence, de dire tu vas squatter 4 fois semaine parce que ça devient inefficace de trop aller en fréquence. Le but, c'est d'aller au minimum. Puis quand il atteint un plateau, on va dire tu as 2 façons de le gérer. Soit qu'on augmente le volume, soit qu'on augmente un petit peu la fréquence pour augmenter le volume dans un certain sens. Donc, quelqu'un qui s'entraîne 4 fois par semaine, qui fait un squat, un dead, 2 bench, ben c'est bien. Ça se peut commander, ça va être 2 squats, 3 bench, 1 dead, 2 squats, 2 dead, 2, 3 bench. Fait que, il y a plusieurs manières de faire le split. Même à faire pour 5 jours. Généralement, moi, je vais faire toujours 2 squats, 3 bench, 2 dead pour quelqu'un qui s'entraîne 5 jours. Mais on peut faire aussi du 2 squats, 2 bench, 2 dead. C'est vraiment, ça va dépendre de chaque athlète, comment qui est. Donc, qu'est-ce qui est le fun, c'est que quand, tout dépendant les athlètes et le split d'entraînement, c'est qu'on peut jouer sur tous les petits aspects à l'intérieur de la programmation, sur le nombre d'essais, sur le nombre de reps, sur l'intensité, sur qu'est-ce qu'on veut amener pour essayer de gérer aussi puis de diminuer les risques de blessures, mais d'augmenter aussi la performance athlétique de nos athlètes. Souvent, des fois, ça m'est arrivé de parler avec des athlètes qui s'entraînaient 6 fois par semaine, même 7 fois. Je ne cacherais pas que moi, à 7, quand on fait de la force, c'est non, c'est un gros X. À 6, je l'ai essayé, puis j'en ai essayé avec des athlètes, mais je trouve que tu n'as pas assez de temps de récupérer. Des fois, de trop en faire, c'est justement là que tu deviens en train de... tu ne performes pas assez bien parce que tu te mets trop de pression premièrement, puis en plus, tes chiffres diminuent ou tu n'es pas capable d'augmenter tes plateaux parce que ta récupération n'est pas bonne. Donc, souvent à 6, qu'est-ce qui arrivait, c'est qu'après un mois, c'est un petit peu trop, puis on descendait à 5, mais la performance devient aussi bonne. Même si à cause que la personne est toujours habituée de s'entraîner 6 fois par semaine, mais si on dit quand on tombe à 5, mais c'est peut-être juste bon pour l'athlète d'avoir une journée de plus de récupération, puis même mettre l'accent sur d'autres choses, d'autres activités, des activités plein air, la marche, la randonnée, du stretching. Fait que, on peut mettre l'emphase, même dans ces journées off, de faire autre chose que juste lever des grosses charges. Fait que, fréquence d'entraînement, les fréquences des exercices, c'est quelque chose aussi qui est super important pour ta progression quand on est un athlète. 4e point, la récupération. Beaucoup de gens ne prennent pas le temps de bien récupérer, puis je pense qu'ils vont trop aller dans « je veux m'entraîner 5 fois par semaine », même s'ils savent que la journée 1, 2, 3, ça va super bien, mais la journée 4 est limite, puis la journée 5 est trop demandante. Donc, à ce moment-là, c'est important de vraiment faire comprendre à l'athlète que trop s'entraîner, ça ne te permet pas assez de récupérer pour ton prochain entraînement. Tout dépendant, il y en a que, après 24 heures, sont déjà prêts. Tout dépendant, c'est quoi le stimulus demandé ou l'intensité demandée de ton entraînement. Mais généralement, ça peut prendre 24, mettons, 2 à 3 jours entre chaque entraînement, mais comme je vous dis, ça dépend de chaque personne. Les aspects pour la récupération, selon moi, qui est très, très important, la nutrition. Bien manger, ça va t'aider à nourrir tes muscles. Ça va nourrir ton corps, ça va te permettre d'éviter aussi des carences alimentaires. Il y a plein de bienfaits. Puis c'est aussi au niveau hormonal. La nutrition, de bien prioriser la bonne source de protéines, utiliser des bons glucides, qui est facile à assimiler, pas trop complexe non plus à la digestion.
Manger des légumes, manger des fruits en quantité parce que c'est pour les vitamines et les minéraux, pour éviter les carences. Aussi, avec les athlètes, on peut commencer à avoir de la supplémentation, exemple comme de la créatine de ce côté-là. Il y en a qui vont aller plus aussi dans des multivitamines et autres, ou des oméga 3, s'ils ne mangent pas de poisson. Mais de baser une alimentation saine et variée, ça va vraiment t'aider à maximiser tes entraînements, puis maximiser aussi l'énergie que tu as dans ta journée. Même si tu t'entraînes le matin ou le soir ou l'après-midi, la nutrition va vraiment t'aider à toujours de timer, puis d'être à 100% focus dans ton entraînement, puis d'avoir toute l'énergie nécessaire que tu as besoin. Le stress. Être trop stressé, tu as des facteurs internes, puis tu as des facteurs externes. Des facteurs externes, des choses souvent qu'on ne peut pas vraiment contrôler, exemple, un peu comme l'opinion des autres. C'est bon, OK, l'école. L'école, c'est quand tu sais que tu as 8 travaux à remettre, 4 examens, des choses que tu ne peux pas vraiment contrôler, mais tu peux contrôler dans un certain sens, à mieux gérer ton horaire, à te préparer d'avance pour ces moments-là. Donc, d'éviter le stress le plus possible, de trouver des astuces, aller t'entraîner justement, ça va te permettre de diminuer le stress. Surtout les athlètes, diminuer le stress de trop performer. Quand on met nos barrières trop hautes dans la performance, ça devient tellement mental. Puis si on veut juste performer et être encore plus fort, puis c'est pas plus fort rendu versus nous-mêmes, mais contre les autres. Puis quand la source devient externe et non interne, bien là, ça devient un peu plus maladif. Puis là, ça peut même jouer sur ton moral dans tes entraînements quand tu as une semaine, mettons un entraînement, une semaine plus difficile que d'autres ou un entraînement qui va vraiment pas bien. Donc, ça te cause un stress, mais ça ne devrait pas t'arriver. Il faut que tu saches que quand on fait un sport de force, on parle toujours sur du long terme, ça arrive à tout le monde d'avoir des semaines qui sont moins bonnes, des journées d'entraînement que ça ne marche vraiment pas, mais le corps va quand même bien travailler, ça va avoir des bons effets sur l'autre semaine. Il va avoir quand même des bons effets, même si tu as mal performé dans ton entraînement. Donc, évitez le plus de stress possible, puis surtout, concentrer sur vous-même de ce côté-là. Je ne suis pas un pro là, du mindset, puis genre psychologie sportive, mais c'est quand même des trucs relatifs que beaucoup de personnes, beaucoup d'athlètes passent de ce côté-là, puis c'est quand même bien de le savoir. Le sommeil, bien sûr que le sommeil, on en parle de dire à quel point c'est important d'avoir un bon sommeil pour justement bien récupérer pour tes entraînements. Aussi, juste laisser le temps, comme juste le sommeil, avoir une petite routine avant de dormir. Il y en a qui ça va être, je ne touche pas mon téléphone, il y en a qui vont lire, il y en a qui vont mettre une petite lumière pour diminuer un peu l'ambiance dans la maison. Souvent, on a toujours des lumières très éclairées et autres. Fait que de changer un peu la lumière peut aussi t'aider à diminuer ton stress. L'entraînement, c'est dans l'entraînement de bien moduler le volume, l'intensité, tout ça. De connaître aussi, faire des phases de deload, puis aussi de les connaître. Fait que quand tu sais que ça fait 3 semaines, tu es tout le temps sur le high, puis tu es trop intense, puis là, la 4e, ça va vraiment pas bien, bien, tu le sais, tu peux le programmer de cette façon-là. Toujours 3 grosses semaines, une journée vraiment très, très léger. Donc, on peut gérer la récupération par l'entraînement. Tu peux même faire des bains de glace, tu peux faire du stretching, tu peux faire des étirements en dynamique, en actif, en passif. Aujourd'hui, on a beaucoup d'outils aussi. C'est des Compex, qui est comme des stimuli que tu mets comme des patchs sur tes muscles. Ça permet de stimuler ton muscle, comme d'amener du sang en bonne place où ça a travaillé. Par la suite, on a des Theragun, les massages guns, c'est de plus en plus populaire. On a aussi, parfois, il y en a qui vont aller voir des massos, des chiros, des physios. Tout dépendant du sport, je sais qu'en strongman, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup, mais même des fois en powerlifting, d'avoir un masso ou un chiro une fois de temps en temps, ça peut juste faire du bien au niveau postural. Donc, la récupération, 4e point, super important. Le 5e point, selon moi, qui est le plus important, mais que le monde, des fois, n'a pas très conscience, c'est la technique. La technique de chacun de tes mouvements doit, oui, elle doit être bonne, puis des fois, c'est dur de toujours que ça soit parfait, mais d'avoir la bonne technique pour toi selon ta morphologie. Des fois, on va regarder, mettons quelqu'un qui est 5 et 5, puis quelqu'un qui est 6 et 6, puis tu regardes des vidéos YouTube de tel athlète ou genre Instagram, puis je veux squatter comme lui, mais ça se peut que ça ne soit pas la bonne technique pour toi parce que vous n'avez juste pas la même morphologie, vous n'avez même pas les mêmes leviers. Donc, ça reste hyper
Super important de pouvoir pratiquer la technique, de comprendre comment on fait la technique. Souvent, j'en parle avec mes athlètes, mais aussi je fais des formations là-dessus. Mais le squat, c'est assez simple. On veut que la trajectoire soit linéaire. Fait que tu sois à bord ou low bar, ça ne change pas grand-chose. En autant que quand on regarde la trajectoire de la barre de côté, elle est comme la plus linéaire possible, de haut vers le bas, sans trop qu'elle penche vers l'avant, c'est pas mal ça qu'on veut rechercher comme visuel. Quand on regarde le bench, c'est une trajectoire qui est peut-être plus au niveau du sternum, puis que quand on pousse, il va y avoir comme une petite courbe vers le menton ou vers les yeux. C'est une façon de pousser. Est-ce qu'après ça, les épaules, les coudes sortent en flair? Il y a des petits points plus techniques. Est-ce que dans ton leg drive, si tu fais du leg drive, est-ce que tes fesses lèvent ou tes fesses reculent? Parce que là, comment tu pousses, généralement, on a tendance peut-être à pousser vers le haut, mais on doit pousser vers l'arrière du banc pour t'aider dans le bench. Les mains, en position des mains, est-ce que tu es plus fort en prise rapprochée ou en prise large? Est-ce que tu arques ou tu arques pas au bench? Il y a plusieurs petits détails techniques qu'on peut aider l'athlète à mieux performer. Parce que dans le powerlifting, on veut le plus gros total, on veut le plus gros bench, on veut le plus gros squat, on veut le plus gros deadlift, parce que c'est de cette façon-là que tu gagnes, puis tu peux aller faire des compétitions canadiennes, internationales, puis genre t'amuser là-dedans. Au deadlift, il y en a deux, conventionnel et sumo. Au niveau du conventionnel, le stand, ça va dépendre vraiment de toi, comment ça file. Mais aussi, qu'est-ce qu'on veut, c'est que la barre soit toujours proche de tes tibias. Même affaire pour le sumo. La seule chose qui va changer, c'est plus peut-être au niveau du tronc, comment on est placé. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on veut, c'est peut-être avoir la barre qui est un petit peu plus linéaire par rapport aux omoplates pour justement avoir un meilleur recrutement de la chaîne postérieure, tout simplement. Par contre, au sumo, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut le plus possible? D'être le plus droit possible. Il y en a certains qui, à cause de leur morphologie, sont un petit peu plus forts en ayant le dos penché, puis c'est correct. Ça dépend de leur morphologie. Mais généralement, on veut vraiment que tu sois le plus droit possible, que la barre soit plus alignée avec tes épaules. C'est de cette façon-là. Puis surtout de bien pousser avec le sol. Ça, on va en parler plus tard à d'autres moments, plus précisément au niveau de la technique. Mais ça reste que quand on regarde le squat, le bench et le deadlift, c'est super important de pouvoir travailler les petits détails techniques. Parce que les détails techniques, souvent, c'est tes points faibles. Puis, tu améliores tes points faibles, tu deviens plus fort. Puis, si tu peux même garder le même volume et la même intensité quasiment tout au long de l'année, puis tu serais capable d'avoir une progression, mais si tu es capable de moduler tes entraînements, fait qu'avoir des entraînements des fois un petit peu plus intenses qu'on arrive dans une phase de peaking pour une compétition, ou dans une phase plus hypertrophique, tu sais, quand on a du temps, quand on sort de plusieurs compétitions que ça t'a demandé, ça peut juste builder de la masse musculaire. Avoir de la masse musculaire, c'est super important dans le sport parce que ça te permet de recruter plus d'unités motrices. Puis, vu que tu en as plus, un meilleur potentiel de force sur du long terme. Il y en a qui ça va être inné, être super fort. Il y en a qui vont devoir travailler beaucoup plus pour devenir au niveau qui devrait être. Mais la force, c'est ça qui est le fun, c'est que c'est accessible pour tout le monde. Puis, on peut vraiment le faire contre nous-mêmes, de dire c'est quoi la meilleure version de moi-même que je peux amener sur la plateforme ou juste au gym, tout simplement. Si j'ai squatté 400 livres ou si j'ai fait 400 livres au squat, on est full content. Mais après ça, on va dire, est-ce que tu es capable de faire 450? Puis qu'est-ce que tu dois faire pour aller au 450? Puis une fois que tu l'as fait, on va vouloir faire 5 plates. Fait que c'est 495, 500 livres. Qu'est-ce que je peux faire pour me rendre là? Fait que ça, c'est les 5 astuces que je viens de te donner qui vont t'aider à augmenter ta force. Puis si tu as des questions, je ne veux pas que tu hésites, tu peux venir m'écrire sur les réseaux sociaux avec Powerway ou gamma.performance. Ça va me faire plaisir de te donner des conseils sur ta technique, sur les méthodes d'entraînement et autres. Ne gêne-toi pas, surtout pas, ne te gêne pas de commenter sur YouTube si tu es en train de nous regarder ou sur la plateforme Spotify et autres plateformes qui étaient en train de streamer, en train de nous regarder. Laisse des commentaires si tu as aimé ça. Ne gêne-toi pas de partager ça aussi sur tes réseaux sociaux. Puis le plus important, amusez-vous dans ce processus-là qui est la quête de la force. Sur ça, je vous souhaite une bonne semaine, gang. Bye!